On est au jour de Saint-Félicien. Les Grizzlies. Est un jeune mâle de 3 ans. On a de très beaux mâles wapiti. Et regardez ça, comment c'est intéressant à l'avant. Celui qui est dans le chemin, qui va se tasser sur la gauche probablement. Regardez ces bois, le velours pend de ces bois. Il est en train de perdre. Et ça vous dit pas quelque chose, ça? Premier signe annonciateur que la période de reproduction commence. Et bien, sur nos 4 mâles, il y en avait déjà 2 qui l'avaient perdu cette semaine. Voilà le 3e qui les perd. Il en restera un, le plus jeune, qui ne les aura pas perdus encore. Des bois qui peuvent être extrêmement longs. Chez cette espèce, ça peut mesurer jusqu'à 1,75 mètres de long, 1,2 mètres d'envergure, qui sont lourds, qui sont pointus, qui s'avèrent aussi une arme redoutable lorsque c'est le temps de la reproduction. Regardez comment c'est beau, le plus jeune est dans l'eau. C'est le plus vieux sur la gauche. Vous en avez un qui est entre les deux, à l'avant sur la droite, qui pourrait être un candidat sérieux pour la reproduction, avec l'autre qui a déjà perdu ses bois. C'est un de ces deux-là qui devrait être le mâle dominant. Pas le plus vieux, pas le plus jeune. En tout cas, c'est mes prédictions. Là, vous avez vu que c'est un gros cervidé, 2e plus grand dans le monde, 2e plus grand au Canada aussi. Il y a un couple de bernaches du Canada. Sur la droite, ils ont un oison. Il y a un ours noir sur la gauche qui me semble cette fois-ci plus gros. Mais je ne l'ai pas vu. Si je vois sa tête, je vous le présenterai. Sinon, eh bien, ça reste un ours. Et messieurs, plutôt, pas monsieur, mais messieurs. Je voudrais pas vous rendre jaloux, mais un mâle mature, en bonne santé et chanceux chez le wapiti peut espérer se faire... Observez le mâle wapiti sur la droite finalement. Eh bien, moi, je parierais pour lui en ce qui concerne le mâle dominant. Regardez comment est-ce qu'il est gros, comment est-ce que ses bois sont longs. À mon avis, cette année, ça va être lui. Mais l'autre qui est juste 1 an ou 2 plus jeune, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, va peut-être vouloir engager combat avec celui-ci. C'est en passant chez cette espèce que les combats sont les plus dangereux. Vous avez vu la pointe de leur bois? Ça peut transpercer un animal et ça peut infliger des blessures à d'autres bêtes aussi. Donc, c'est pas le temps d'aller les houspiller quand c'est le temps de reproduction. 1 ou 2 ours là après à ses dépens. Et finalement, maintenant, la nourriture, c'est le mâle wapiti qui l'a. C'est pas l'ours. Même si elle lui est destinée.
Jusque vers 1960, les ressources naturelles si abondantes au Canada semblent illimitées, naturellement renouvelables. L'immensité du territoire peut combler tous les besoins. Pour les premiers colons venus s'établir au pays, c'est encore plus vrai. Il est dans l'abri, probablement en sa compagnie, un high finger, et la couleur de sa robe et de sa crinière est caractéristique de ses traces de cheveux. C'est avec fierté que Phileas Tremblay contemple ses champs aujourd'hui. Voilà plus de 30 ans qu'il s'est installé dans ce coin de pays. 30 ans de dur labeur, à défricher, dépierrer et labourer la terre. 40 ans à construire maisons, étables, granges, remises, fours à pain et poulaillers. Surtout le poulailler. C'est cette petite cabane très simple qui abritait la famille au tout début, en attendant le vrai confort. Bêcher le jardin, prendre soin des bêtes, creuser le puits, dresser les clôtures, ça fait bien 30 ans de sacrifice, de persévérance et de débrouillardise. Enfin, les années de misère et d'isolement ont fait place à un certain bien-être, à plus de sécurité et de prospérité. Voilà des efforts bien récompensés. Hey, Phileas, viens voir ça! Hey, c'est pas au monde de la Grandville! Le petit cochon. Contemple Phileas. C'est le rêve d'une vie. Depuis toujours, ce même rêve a poussé des millions de personnes à tout laisser derrière elles pour partir vers des contrées nouvelles, riches et prospères, vers le nouveau monde. Au 19e siècle, tous ces gens sont en quête d'un même idéal. Une parcelle de terre qui les fera vivre et assurera un avenir meilleur à leurs descendants. Pour ce qui est de la femelle Kodiak, je ne l'ai pas repérée. Mais si elle est couchée, la végétation peut de la cacher. Elle pourrait même, étant donné qu'il fait chaud, être couchée à l'intérieur de la tanière où il fait plus frais. Ah, il est là, là. Le mâle est plus clair et plus gros que la femelle. Qu'il soit plus clair, ce n'est qu'une question de gène, ici, ça ne veut rien dire. Mais qu'il soit plus gros, ça c'est tout à fait normal. Chez les mammifères, il y a un dimorphisme. Les mâles sont naturellement plus gros que les femelles. On parle de dimorphisme inversé quand les femelles sont plus grosses. Bien souvent sont assis, le corps dressé, installés sur un petit monticule de terre. Ça permet de mieux voir au loin s'il y a du danger, s'il y en a, ils émettent des cris. Tout le monde se précipite vers les terriers. Quelques individus plus éloignés un peu de la menace restent pour surveiller, alors que d'autres s'abritent. Ce qui est un des avantages de vivre en colonie. Car pendant que certains surveillent, son nez. Tenez dans le creux de votre main. La taille de l'écureuil rouge, celui d'ici, pas l'écureuil gris, pas toujours gris, vivant plus au sud. Environ demi-livre, entre 200 et 300 grammes, ils sont nés aveugles, sourds et nus, mais dès le moment où ils sont sortis de la tanière au printemps, ils avaient une épaisse toison et regorgeaient de vie. Ils vont passer 2 hivers avec maman, c'est au printemps prochain qu'ils vont la quitter quand ça va être à nouveau pour elle, le temps de la reproduction. Maman a une belle portée, elle est dans ses bonnes années, elle est en sa 3e portée. Portée variant entre 1 et 4, mais 4 c'est rare. Ici par contre on voit ça de temps en temps. Et peut-être que la prochaine sera de 4 pour cette femelle. Elles ont lieu tous les 2 ou 3 ans, ici c'est aux 2 ans, sauf si la femelle commence à être très vieille. Et là ça s'espace jusqu'à cesser complètement. Ils sont partis, alors nous on poursuit aussi. Notre temps circule sur sa droite, un lot aussi. Mais c'est tu balles. Ils vivent en meute, une meute qui est basée sur une véritable hiérarchie. Âge, poids, force et agressivité déterminent ceux qui sont les dominants, un mâle et une femelle. On appelle aussi mâle et femelle alpha, les seuls loups de la meute qui s'accouplent, mais toute la meute s'occupe de l'élevage des louveteaux. L'été, à cause des louveteaux qui naissent en mai à l'intérieur de la tanière, les loups sont beaucoup plus sédentaires. Ils restent plus près de celle-ci, se contentent bien souvent de nourriture plus légère. Mais dès le mois de septembre, les jeunes sont devenus assez grands pour suivre les plus grands. Les loups redeviennent nomades, ça leur permet de suivre le gros gibier et d'y attaquer. Il y a une fois de choix pour des loups en Boréalie, le caribou.
Il y a même une très belle association entre les deux espèces. Les loups s'attaquent aux plus faibles. De ce fait, ils contribuent à garder ces grandes hardes d'herbivores en bonne santé. Le louveteau est âgé de 3 mois. Maintenant, premier wagon. Je vous parlais du louveteau. Il a passé 4 semaines à l'intérieur de la tanière. Nourri exclusivement de lait maternel, mais à partir de sa 4e semaine, il a commencé à en sortir et à manger de la viande. Au début, elle est prédigérée et régurgitée par les adultes, mais rapidement, les louveteaux, ils apprennent à la déchiqueter eux-mêmes à 8 semaines et sont sevrés. En septembre, en suivant et en observant les plus grands, ils vont commencer leur apprentissage pour devenir eux autres aussi de redoutables prédateurs. Si jamais vous avez jeté un œil sur la gauche, vous avez peut-être remarqué des signes de présence de grands pics sur des chicots. Ce sont de très grands trous de forme rectangulaire. Il y a une moutonne aussi sur la gauche, le carré de billes de bois. Réchauffé par la pluie, rempli de bois sec, les bûcherons se lèvent au champ de la casserole. Avant même qu'il fasse jour, ils se rendent à la coquerie où un copieux déjeuner de pines, de gruyot, de pain, de confiture et de galettes les attend. Au menu du soir, ils auront droit à un autre bon repas fait de soupe au pois, de lard, de pain et de mélasse. Du solide. Mais pour l'instant, la forêt les attend. Voilà le camp que partagent le commis et le jobber, le comptoir. Tiens, le commis est revenu des dépôts de la compagnie. Son traîneau est bien plein de marchandises pour le magasin du chantier. D'amas, chaussettes, mitaines. Il ramène aussi de quoi remplir les cuisines. Patates, farine, lard, bines et pièces de viande. Mais pour les hommes, ce qui compte le plus, ce sont les précieuses lettres qu'il rapporte. Enfin, des nouvelles de la famille. De quoi tromper la solitude. Au chantier, chacun à sa place. Les équipes de bûcherons abattent et ébranchent les arbres. Ils les apportent ensuite près du chemin de halage, où les charretiers chargent les billes sur des slings. Les chevaux sont durs à l'ouvrage, et à l'écurie, on en prend bien soin. Et puis, une chance qu'il y a une forge. Tout le camp profite du travail du forgeron. Grâce à lui, les outils sont toujours bien affûtés et les chevaux bien ferrés, prêts pour le travail. Ils pourront tirer les sleds chargés de bois jusqu'au lac gelé. Le soleil est maintenant couché. Après 12 heures de travail intense, c'est le temps de rentrer au bercail. Même si l'odeur de tabac et de sueur imprègne les murs, même si les poux infestent les couchettes de branches de sapin, le camp reste une oasis de chaleur et de repos. Autour des tables, on retrace les exploits du jour, on s'encourage et on se compte des blagues. Et puis le samedi soir, on se réunit pour une partie de cartes et parfois même quelques chansons. Avec engagé de monsieur Duré. On voit un barrage de draps sur la gauche. Il retient les eaux du lac Montagnier. On en construisait dans le même but autrefois, de retenir les eaux alimentant les moulins et les usines de sciage. L'éclusier logeait à l'intérieur de la petite cabane. C'est lui qui entretenait et réparait le barrage de draps, qui ouvrait et refermait aussi les portes de l'écluse, afin de laisser passer l'eau ou les billes de bois selon les besoins. Ces billes, quand elles mesuraient 4 pieds de long, comme celles qu'on vient de voir, elles étaient aussi appelées de la piton. Ce genre de barrage, on en retrouvait sur de petites rivières. Il y en avait de plus imposants, avec des dalles amenant la pitonne de l'autre côté pour des rivières plus importantes. Il y avait à l'époque 2 sortes de draveurs, les plus courageux, les plus expérimentés, chaussés de bottes à clous et armés de gaffes, circulaient sur ces billes de bois pour aller défaire les embarques. Mais la majorité des draveurs restaient sur les berges et se contentaient de repousser dans le courant les billes qui venaient s'échouer. Il y avait les gros et les territoriales, ils s'accaparent les meilleurs habitats au détriment de d'autres espèces, et en particulier de notre sauvagerie. Le poste de traite que nous voyons ici est une reproduction exacte du poste de traite d'Ashwaubenon,
avec sa maison, son magasin, la poudrière et le jardin nécessaires à la vie du commis, qui y passe presque toute l'année. C'est ici, sur le coin d'un comptoir, mais aussi au fond des bois ou autour d'un feu, que deux civilisations se découvrent et s'apprivoisent. Les Blancs, Européens et Canadiens, et les Sauvages, les Amérindiens. En langue indienne, comme on disait, ou en anglais et en français, les échanges de marchandises permettent aussi de troquer des brins de culture, de connaissances et de sagesse. Lentement, sans vraiment le réaliser, une nouvelle nation prend forme. Une nation aux textures et aux racines aussi variées que celles de la nature qui l'entoure. Plusieurs bernages du Canada à l'avant de nous, encore des canards. Pour l'instant, j'ai repéré surtout des canards colverts. Oh, je viens de voir plusieurs oies des neiges sur la droite. Observez-les bien, il y en a une de forme sombre parmi elles. Il y a des canards noirs sur l'île, entre autres sur la gauche aussi. L'oie des neiges de forme sombre est un adulte. On les appelle aussi des oies bleues. Son plumage est foncé, sa tête est blanche. Les juvéniles de cette forme entièrement foncés, ceux de forme blanche gris clair, à leur première année. Pas toujours blanches les oies des neiges, même si on les appelle aussi des oies blanches. Le canard noir, lui, est un excellent indice de l'état de santé d'un habitat. S'envoyer nicher, soyez assuré que l'habitat est sain. Pour ce qui est des bernages du Canada, ça vous arrive de les appeler des outardes. Eh bien, c'est un nom commun. Ça existe des vrais outardes, près d'une vingtaine d'espèces dans le monde, aucune vue en Amérique. Le mot veut dire oiseau volant, sûrement pas les plus rapides parmi les oies. Encore un garouaïda, un petit canard plongeur, c'est une femelle, elle vient de plonger sous l'eau, sinon un juvénile. Les mâles ont de belles couleurs dans les tons de noir et blanc, mais pour l'instant, les canards mâles n'ont pas encore leur belle couleur. Ce petit canard plongeur qui est commun par ici, niche à quel endroit? Dans des trous de pique-bois. Et il continue de se nourrir beaucoup d'invertébrés, même quand il est adulte. Les oies des neiges qu'on a vues sont les nôtres. Elles nichent très au nord dans la toundra arctique, elles hivernent plus au sud. On va bientôt voir les sauvages. Elles auront un arrêt migratoire et il est plus long, l'arrêt à l'automne qu'au printemps. Pour ce qui est des canards, sont tous sauvages. On appelle aussi lentilles d'eau dans l'eau, se rafraîchissant, 2 de nos mâles. Et j'ai repéré une femelle à la mangeoire aussi. Chaud aujourd'hui. En passant, c'est lentilles mineures, ils pourraient en manger, les ours et les canards aussi. Ah, ici. C'est ce qui flotte alentour des orignaux. Ils sont dans l'eau. L'orignal est le plus grand de tous les cervidés. Mais c'est au Yukon et en Alaska qu'on va retrouver les plus gros, au nord de l'aire de dispersion de l'orignal où il fait très froid. Le fait d'être plus grand et plus gros leur permet d'avoir une plus grande surface corporelle. D'emmagasiner plus de chaleur et de la conserver plus longtemps, c'est pour une forme d'adaptation au froid. Là-bas, il y a des mâles qui peuvent peser jusqu'à 800 kg, 1800 livres. Au Québec, un orignal mâle de 1000 livres est une belle bête. Là, on a aussi remarqué que l'animal est haut sur pattes et étroit de corps. Ses longues jambes sont pratiques pour enjamber les obstacles en forêt, bien circuler l'hiver dans la neige, en haute saison dans les marécages. Le fait d'être étroit de corps, ça leur permet de passer facilement entre les arbres, dans les forêts denses, comme les paissières noires de la forêt boréale, autrement dit, les peuplements d'épinette noire comme ici, alentour du lac. Peut-être même que vous avez vu le petit V blanc sur la queue de la femelle. J'ai même pas regardé, moi. Peut-être qu'on le voyait, peut-être pas. Je peux vous dire en tout cas que l'hiver, quand on procède à leur inventaire et que les mâles ont perdu leur bois, ça se voit bien et ça sert beaucoup. Mais du printemps à l'automne, il n'y a aucune garantie que les fesses des orignaux soient propres, étant donné qu'ils s'installent fréquemment dans des trous boueux, ce qui les rafraîchit, les prend des femelles à la taille, aux cornes qui sont plus larges et plus épaisses, et qu'on peut aller jusqu'à distinguer chaque mâle par leurs cornes, qui portent bien souvent des cicatrices, qui sont d'ailleurs le résultat de combats entre eux, pour avoir essayé, réussi ou conservé une arme. Donc pour les femelles. Un de nos mâles, en passant, n'a aucune cicatrice sur ses cornes. Grâce à l'organe de Jacobson qu'ils ont à l'intérieur de la gorge, comme plein d'autres espèces animales, ils peuvent savoir en humant l'odeur de la femelle, c'est-à-dire en ouvrant la bouche, en sortant la langue, en sentant, si on veut, cette femelle, si elle est en chaleur ou non. Ils n'ont pas besoin de thermomètre, eux autres. Le veau.
Je ne l'ai pas repéré. Il est né en mai au lac Saint-Jean. Il aurait pu naître beaucoup plus au nord et surtout un peu plus, beaucoup plus au nord et un peu plus tôt aussi. Imaginez comment il peut faire froid dans la toundra arctique au moment des premières naissances. Quand on inclut le facteur vent, la nuit, parfois la température descend à moins 30 degrés Celsius. Donc, dès la naissance, chez cette espèce, sont préparés à supporter les froids extrêmes. Attention, attention à tous ceux qui ont le cœur fragile ou qui ont peur du vide. Nous allons maintenant franchir le ravin qui longe les cascades de la rivière au saumon. Soyez sans crainte. Le grand Tracel, 75 mètres de longueur par 25 mètres de haut, a déjà fait ses preuves, et 2 fois plus tôt que nous. Les Tracels ou ponts à chevalet sont l'un des exploits d'ingénierie liés de la construction du chemin de fer au 19e siècle. Fabriqués avec des arbres coupés le long des voies ferrées, ces viaducs permettaient de franchir ravins et rivières en un temps record. Ce n'est que lorsque la ligne de chemin de fer était terminée et rentable qu'on remplaçait le Tracel par un pont d'acier. La construction du chemin de fer pan-canadien, long de plus de 6000 km, marque le début du Canada moderne. Grâce à lui, tout prend un rythme nouveau, rapide, enlevant. Tu connais bien, fait À vos pieds sur la gauche, on a une femelle ours. J'espère que vous la trouverez pas trop grasse. Car c'est important pour un ours d'avoir une bonne couche de gras. Du printemps à l'automne, ils en accumulent du gras le plus possible. Car l'hiver, quand ils entrent dans leur long sommeil, qu'on appelle hibernation, ça leur sert de réserve nutritive. Et ça, c'est ici parce qu'en nature, ils n'ont pas déjeuné servi au lit. Donc, au printemps, c'est un peu plus de la survie. Ils commencent à accumuler vraiment cette couche de gras plutôt au début de l'été. Il est donc encore plus important pour eux de parfaire cette couche de gras rendue à l'automne. En mai 1870, le pourtour du lac Saint-Jean est frappé d'incendie. On a un ours noir sur la gauche encore. C'est un vieux mâle, il y a environ 25 ans. Et c'est loin d'être jeune, ça vit entre 10 et 15 ans, en moyenne un ours noir en nature. Et en plus, eh bien, c'est les femelles qui vivent le plus longtemps chez les mammifères, pas les mâles. Dans la petite cabane, il y a une femelle mouflon. En fait, il pourrait y en avoir 2 mouflonneaux. Mais pour l'instant, j'ai vu une femelle. Il y a surtout notre harde de bison aussi sur la gauche, constituée surtout de femelles et de jeunes, qu'on appelle veaux bisonneaux, tant qu'ils n'ont pas 2 ans. Mais on est en période de reproduction, donc il peut y avoir des mâles ici, et je viens d'en repérer au moins 2 sur la baie. Vous les reconnaîtrez à leur taille, vous les reconnaîtrez à leur cornes aussi. Et je viens de voir la 2e femelle à l'intérieur de la petite cabane. Donc le mouflonneau, que lui n'y est pas, il est juste devant une femelle bison à l'avant. Pour ce qui est des bisonneaux, c'est des bisons. Leur pelage brun roux qu'ils ont en adolescence, ils le conservent 2 mois. À 4 mois, ils sont aussi foncés que les plus vieux. Et celui qui est en train de téter est peut-être le seul qui l'a encore. Les autres sont en train de le perdre. Il y en a peut-être même 1 ou 2 qui l'ont perdu complètement. Tout jeune, il leur a servi de camouflage avec la terre, le sable, les hautes plantes herbacées des prairies brunies par le chaud soleil d'été. N'empêche qu'ils sont précoces. Une demi-heure après leur naissance, ils se tiennent debout. 3 heures plus tard, ils suivent leur mère dans ses déplacements. Leur mère qui les reconnaît à l'odeur, et ceci même à travers une harde de plusieurs centaines de têtes. Donc l'odorat de cet animal, il est plutôt développé.
On a vu des mouflons d'Amérique, 2 espèces de mouflons en Amérique, l'autre. En vieillissant, la vue peut baisser, on peut devenir un peu sourd, on peut aussi se faire surprendre plus facilement par un chasseur, un braconnier ou un prédateur, sont des détails un peu plus petits que nous. Je ne remettrai pas la cassette, on n'aurait pas le temps de la faire jouer. Bientôt, nous serons de retour dans les prairies. Nous devrions revoir des petits rongeurs, des chiens de prairie et peut-être bien quelques marmottes communes, leurs cousines québécoises, plus grosses et plus foncées. Eux aussi peuvent avoir des petits, on les appelle des marmottons. Et autrefois, dans les prairies, eh bien, des bisons, il y en avait beaucoup, entre 40 et 60 millions. Mais vers 1893, l'année où on a décidé qu'on sauvait les bisons, il n'en restait plus beaucoup. Quelques centaines de bisons des bois, environ 1 millier de bisons des plaines, et c'est une des espèces de mammifères terrestres à avoir frôlé du plus près l'extinction. Ils ont été chassés pour leur peau. À l'aube de l'ère industrielle, ça leur a beaucoup servi à faire des courroies pour la machinerie. Leur chair, elle a nourri les travailleurs du chemin de fer, ceux qui ont construit les grandes voies transcontinentales, qui ont traversé peut-être longé un peu les arbres qui sont sur la droite. Alors on fait attention. Ah, il est passé. Il était tellement proche, il a fallu qu'elle se tasse. Tu l'as vu? Oui. Énormément d'herbivores ici. On n'a jamais à passer la tondeuse. Monticules de terre servant de poste de gaine aux petits rongeurs sont pas très. Au besoin, ils auraient pu mesurer jusqu'à 3 pieds d'hauteur. Surtout pour être un bon poste d'observation. Mais ça sert aussi de digue pour empêcher l'eau d'entrer dans l'air terrier et son marque l'entrée. Au sol, il y a quelques oiseaux de rivage, des plus vieux qu'ils tirent. On en voit un en vol en ce moment. Porte un double collier noir dans le cou sur fond blanc et une éche au sol, parfois loin des points d'eau. Ils peuvent même faire semblant d'avoir une aile blessée quand ils ont des oisillons à protéger. On voit plusieurs là, en ce moment. Dehors, ils se nourrissent de plantes herbacées, de quelques insectes, ils se passent d'eau, ils vont trouver toutes celles dont ils ont besoin dans les plantes vertes qu'ils consomment. La plupart de leurs terriers sont reliés entre eux par un réseau de tunnels et on a ici à 3 ou 4 mètres de profondeur. Véritable ville souterraine pour chiens de prairie. Une ville qui a ses quartiers et ses maisons, les terriers qui sont reliés les uns aux autres. Ce sont ceux des individus qui font partie d'une même coterie, d'un même regroupement social quand on est un chien de prairie. Oui, ils sont tous ouverts moulés parce que c'est pour ça qu'ils sont Un ou deux terriers de marmotte commune quand même, par ici. Elle est plus solitaire, son terrier moins profond, une vraie hibernante. Les chiens de prairie dorment aussi durant l'hiver, mais moins profondément. Et la marmotte commune doit s'abreuver. Il va manger des marmottes. Elle serait donc moins bien adaptée que ses cousins pour vivre dans les régions sèches et arides, comme les prairies américaines et canadiennes. Ces petits rongeurs, est-ce que vous avez trouvé qu'ils ressemblaient à des chiens? C'est de prospérité. Depuis 1850, l'Ouest succombe à la fièvre de l'or. Des centaines de petites communautés se développent, plusieurs activités économiques en profitent, entre autres l'élevage de bétail. Cette époque marque la naissance des ranchs. Quelques-uns de ces ranchs sont de véritables empires et s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés. D'autres, beaucoup plus modestes, un peu comme celui que vous voyez ici, ressemblent à des fermettes familiales. Il voulait se mettre à On y l'ombre. fait l'élevage de bovins ou de moutons et la culture des céréales et des plantes fourragères. Plutôt que de mettre tous leurs œufs dans le même panier, plusieurs colons préfèrent diversifier leurs activités. Le peuplement de l'Ouest canadien contribue grandement à l'essor de l'économie nationale, mais évidemment, l'occupation très rapide du territoire exerce une pression sur l'environnement.
L'élevage entraîne une exploitation intense des prairies naturelles et la concurrence entre le bétail et les espèces sauvages qui se nourrissent aussi dans les pâturages. Parlant de bétail, vous observez des vaches à longue corne sur la droite dans l'enclos. Leurs cornes, elles poussent durant toute leur vie et elles deviennent très longues, ce qui est à l'origine de leur nom, surtout que mâles et femelles en portent. Des vaches qui nous viennent du Texas et qui étaient élevées autrefois autant pour leur gras avec lequel on s'éclairait que pour leur viande. Quant à l'ours qui était au ranch, c'est lui qui est le mâle dominant du parc, un mâle qui courtise avec énormément de succès les femelles quand c'est le temps de la reproduction. Lui aussi a une dizaine d'années environ, 2 ans de moins que celui qu'on a vu tout à l'heure dans les prairies. Je crois qu'il a 9 ans, celui-ci. Les besoins accrus en terre agricole et entre fameux coureurs de bois est une figure mythique du paysage canadien. Il incarne l'esprit d'une époque où le pays était encore à faire, où les forêts vierges étaient gages d'aventure et surtout de liberté. À l'abri dans sa cabane de bois rond, le trappeur a choisi un mode de vie mi-occidental, mi-amérindien. Il perpétue l'activité millénaire en empruntant le meilleur des 2 mondes. Au Canada, encore aujourd'hui, plus de 80 000 personnes font du piégeage commercial. Près du tiers de ces trappeurs sont autochtones. Ils préservent les pratiques traditionnelles et ancestrales de chasse propres à leur culture. Je ne sais pas si tout à l'heure vous avez remarqué qu'ils avaient de larges taches jaunâtres l'entour de leur queue. Les Amérindiens de langue Shawnee l'ont bien remarqué. Dans leur langue wapiti veut dire croupe blanche, ou si vous préférez, fesse blanche. Elles sont pas mal cachées. Je pensais bien croiser les femelles, mais on les a pas vues. On n'a pas été gâtés en nombre, mais on a vu par contre de très belles scènes. La perte du velours, c'est ce mâle wapiti, les orignaux dans l'eau. C'était beau ça. Qui est caché, regarde. Alors j'espère que vous avez apprécié. Moi je vais vous remercier pour votre attention. Il y a un cerf de Virginie sur la droite. Ouais. Pour les ours, ils étaient nombreux. Hein. La caché pas. Plus d'un cerf de Virginie. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de visite dans notre beau petit coin de pays. Et je vous laisse sur un dicton amérindien qui parle des sens, des années. Ils disent que lorsque l'aiguille de pin tombe au sol, l'aigle la voit, le cerf de Virginie l'entend, et l'ours, il la sent. Nous arrivons à la gare. La sortie se fera vers l'arrière du train. Vous allez faire attention en sortant. Si vous êtes sur un dernier banc de wagon, le marchepied peut être un petit peu court. Si c'est sur une roue, c'est la marche, vous pourrez être un peu haut. En sortant, vous n'oubliez pas de ramasser vos effets personnels. Ça serait dommage de les oublier à bord du train. Si vous avez des déchets, il y a des poubelles. La sortie de la gare. Il peut y avoir des questions aussi. Si c'est le cas, ne vous gênez pas pour venir me voir et me les poser. Parlant de questions, moi j'en ai une pour vous. Est-ce que vous avez aimé ça? Voilà, c'est terminé.